L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, les images de destruction du nord ou celles du sud sont lunaires et font état de destruction totale. Les habitants affamés n'ont nulle part où aller. Les images parlent d'elles-mêmes. L'intention génocidaire est criante. On empêche les denrées alimentaires de pénétrer l'enclave, ce qui contraint les enfants à mettre dans des sacs la nourriture éparpillée sur le sol pour éviter de mourir de faim. Le nettoyage ethnique est totalement assumé par les officiels sionistes ainsi que leurs porte-voix en Occident. Si l'expression nettoyage ethnique ou génocide ont été rejetées au départ sous prétexte que l'époque ne s'y prêtait plus à cause de différents garde-fous de la communauté internationale, mais également des ONG, bien au contraire, on va voir que, du moins je l'espère, qu'on va tenter de le démontrer, qu'au sein des mythes fondateurs de la politique sioniste, la hiérarchie raciale, le racialisme, c'est-à-dire la déshumanisation de l'autre, est bien dans l'ADN du sionisme. Les mythes fondateurs de la politique sioniste, thématique de l'échiquier international du jour, et c'est tout de suite. Raza, on parle de génocide à ce 158e jour et de par le monde, personne ne peut nier qu'il ne savait pas. Femmes, enfants, famine, bébés, malnutrition, armes américaines, intervention chirurgicale sans anesthésie, etc. On s'est demandé la raison de l'absence d'inhumanité du côté de l'agresseur sioniste. Et bien pour y répondre, rien de mieux que d'aller au mythe fondateur de la politique sioniste. Et justement pour en parler, je reçois déjà à partir de Washington François Dengoué, économiste mais surtout féru d'histoire. François Dengoué, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup et bonsoir aux téléspectateurs d'Al24. Bienvenue François, vous serez accompagné de Gamal Abina, analyste politique, militant associatif. Gamal, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, messieurs, on évoque les mythes fondateurs de l'entité sioniste. Il y a plusieurs noms qui sont prononcés quand on parle des pères fondateurs, comme celui, bien entendu, de Theodor Herzl, le père du sionisme, un des pères du sionisme, bien entendu. Alors, pour faire connaissance rapidement avec le personnage et entrer rapidement dans le débat, je vous propose un court extrait d'une série turque, il s'agit de Abdülhamid II, où justement, il y a une rencontre entre le sultan Abdülhamid, le grand sultan ottoman, et le père fondateur du sionisme, Theodor Herzl, et vous allez constater que tout y est. On revient juste après. Alors François Dengoué, je sais, vous avez juste le son qui vous parvient, vous n'avez pas vu les images, contrairement à Gamal Abina. Alors je vous explique la scène. On est en mai 1901, Theodor Herzl rencontre pour la première fois le sultan ottoman Abdülhamid II pour négocier des terres de Palestine. Herzl propose d'effacer avec le concours de banquiers juifs les dettes impériales en échange des terres de Palestine. Abdülhamid II refuse en disant que les terres ne lui appartiennent pas, mais appartiennent bien à la communauté musulmane et qu'il faudra lui passer sur le corps pour prendre ses terres. On connaît la suite. Abdülhamid II finira en résidence surveillée et son empire chutera face au mouvement des jeunes Turcs. Theodor Herzl menace, on le voit à travers la scène, c'est montré subtilement, Theodor Herzl menace subtilement le grand souverain ottoman. Alors François Dengoué, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les réseaux qu'il y a derrière Herzl, qu'est-ce qu'il représente? Comment peut-il, comme ça, parler mano à mano avec un grand empereur ottoman? Alors, je n'ai pas de scène, mais je vous remercie de me l'avoir résumé. S'il se permet de parler ainsi, c'est parce qu'il a derrière lui des forces qui sont logées à Londres, des forces financières et des forces de l'impérialisme anglais, qui lorgnent sur l'Empire ottoman. Je ne sais pas à quelle année se passe cette scène. Vous avez dit 1901. Theodor Herzl est né le 2 mai 1860. Ça veut dire que en 1901, il a 41 ans. C'est donc un jeune homme, un individu, un journaliste qui ne s'est pas signalé par la brillance de ses articles. Mais s'il peut parler ainsi, c'est parce qu'il est l'auteur d'un livre qu'il a publié en 1896 à 36 ans, qui s'appelle L'État juif. Et à partir de ce petit livre, qui sur certains côtés, je ne veux pas, comparaison n'est pas raison,
j'ai lu Mein Kampf, j'ai aussi lu le livre de Theodor Herzl. Je ne dis pas que les deux sont équivalents, mais on peut trouver des similitudes en termes de racialisme dans les deux livres. Mais ce qu'il arrive à faire à partir d'un journaliste qui est inconnu, qui est en Hongrie, il arrive à vouloir mobiliser les Juifs du monde derrière ce projet de création d'un État ethno-religieux, même pas ethno-religieux, un État ethnique. C'est ça la particularité, parce que Theodor Herzl lui-même n'était pas religieux. Alors, il n'a pas de succès au départ, c'est ce qu'il faut bien montrer. Et tous les Juifs religieux, en particulier les rabbins à Jérusalem, rejettent vigoureusement son projet. Et il va les menacer, il va utiliser l'argent de la corruption, et c'est cet argent de la corruption qu'il va vouloir utiliser contre l'Empire ottoman pour d'abord... Il en parle d'ailleurs dans son livre L'État juif, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, nous allons proposer de l'argent à l'Empire ottoman pour payer les dettes de l'Empire, etc. Et tout de suite, vous savez, dans ces histoires, quand la corruption ne fonctionne pas, on utilise la violence, on utilise le chaos, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour l'Empire ottoman, et la suite, on la connaît, nous pourrions revenir là-dessus. On va en parler. Ouais, oui. Alors, Gamal Abina, l'histoire officielle nous dit que Herzl est le père fondateur du sionisme en tant que journaliste correspondant d'un journal viennois. Il s'agit de Die Neue Freie Presse, qui suivra, Herzl est correspondant à Paris pour suivre le procès du soldat Dreyfus, soupçonné d'avoir livré des informations aux Allemands, le dit innocent, accusé simplement à cause de sa religion israélite. Et il y a beaucoup à dire sur son innocence, on en parlera peut-être une autre fois. En tout cas, Herzl dira « Le procès de Dreyfus fera de moi un sioniste », sauf qu'à l'époque, il y a presque une campagne mondiale pour réhabiliter un simple soldat. C'est du jamais vu à l'époque. Des gens de grandes personnalités se mettent à le défendre. Sa réhabilitation fut une liesse ensuite, un second procès qui a été suivi par des journaux pratiquement du monde entier. Et aujourd'hui même, il y a un mythe Dreyfus, le mythe du sacrifié pour dénoncer l'antisémitisme. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mythe, parce que tout commence là, en fait. Qui commence à la fin du siècle d'avant d'ailleurs, en 1894 si je ne me trompe pas, conduit ce fameux capitaine Dreyfus à être accusé d'avoir travaillé, puisque la France est défaite en 1870, avec l'Empire prussien, donc les Allemands d'aujourd'hui. Et ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il va y avoir une sorte de pugilat contre lui, une sorte de campagne on peut dire complot, puisque c'est un vrai complot, de la part d'autres militaires français qui sont plutôt catholiques d'ailleurs, c'est la tradition française, pour dire voilà, c'est le juif qui va les balancer aux Allemands. On a ça d'un côté de la frontière, on aura ça de l'autre côté allemand. Lorsque l'Allemagne perd en 1918, il parle du coup de couteau dans le dos en disant que ce sont des juifs qui nous ont effectivement mis un coup de couteau dans le dos en provoquant la révolution et en faisant tomber le Kaiser, en mettant la République de Weimar. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours le mythe du juif traître qui va planter un couteau dans le dos. Et c'est vrai que Theodor Herzl assiste, comme d'autres journalistes pour la presse viennoise, au procès, et dit qu'il sera marqué par ce procès. Alors c'est la fin des années 1890. En 1897, il va fonder ce fameux à Bâle, ce fameux mythe, enfin c'est pas un mythe, c'est une réalité politique malheureusement. Le congrès de Bâle. Le congrès de Bâle, qui va consacrer la création d'un foyer, on ne parle pas d'État, mais foyer national juif en Palestine. Donc c'est un mouvement d'ailleurs qui est très marginal, c'est 3% des juifs qui le suivent, parce qu'ils ne sont pas convaincus, parce que ça heurte leurs convictions, parce qu'ils se sentent européens. D'ailleurs, il faut se rappeler quand même que les juifs allemands, français sont européens. Mais en France, malheureusement, il y a un véritable antisémitisme puissant qui existait à l'époque de Drummond, qui devient député et qui va officier d'ailleurs en Algérie, où il y aura une centaine de juifs algériens qui vont être assassinés par les mouvements qui sont les anti-dreyfusards. Donc ça va vraiment scinder la société en deux. D'un côté, les antisémites anti-dreyfusards, et de l'autre côté, les progressistes ou les gens qui considèrent qu'on ne doit plus s'en prendre à quelqu'un pour des questions religieuses ou d'ethnie. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Theodor Herzl va utiliser ce traumatisme, d'après ce qu'il dit, pour en discuter aussi effectivement, pour consacrer l'idée qu'on va devoir créer sur une terre qui n'est pas occidentale, qui est arabe, un foyer national juif pour fuir l'antisémitisme réel ou supposé occidental. Eh bien, cette raison va le motiver à contacter non seulement
des hommes d'affaires juifs, des banquiers, la famille Rothschild, on le sait, mais surtout, et c'est le plus important, des grands possédants de terres coloniales que sont les Anglais, avec Balfour, qui va appuyer la création de ce foyer national juif pour des raisons là, encore une fois, antisémites. Alors Balfour détestait les juifs, mais il se dit finalement on va contrôler la région et on va se débarrasser de nos juifs à bon compte. On va en parler. Tout cela est un mélange un peu malsain, mais Herzl, effectivement, considère, alors c'est pas lui qui a inventé le sionisme, ça c'est un mythe fabriqué de toutes pièces, c'est des catholiques, c'est des chrétiens pour être précis, des moines chrétiens qui ont à l'époque, catholiques, considéré qu'en perdant, il disait, 8 conquêtes de croisades, il faut trouver un autre moyen pour y revenir. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup, effectivement. Donc Herzl va surfer sur cette idéologie qui est déjà en place depuis des siècles, déjà cette idée de revenir. Et de l'autre côté, il va finir par se dire, on va jouer la carte de nous, le juif occidental, contre les orientaux d'ailleurs, pour aller là-bas. Donc, juste pour donner une définition des termes, par exemple, le sionisme vient du mot Sion. Sion, c'est une traduction de Jérusalem. Qui lui-même est une traduction de Jérusalem, qui est un mot en arabe au départ, et qui veut dire la ville de la paix. Donc, c'est vous dire à quel point on va puiser très loin l'idéologie religieuse qui est utilisée pour la transformer en idéologie ethno-racialiste et faire en sorte qu'on consacre un mouvement puissant qui d'ailleurs naît de mouvements très nationalistes européens pour récupérer la terre de Palestine à bon compte avec le soutien des Anglais et des Français. Très bien. Alors, on a parlé, vous avez cité un nom, Lord Balfour. En fait, il faudrait dire, c'est Alfred Milner qui est derrière la célèbre tractation pour donner des terres donner des terres aux sionistes, une tractation où les Anglais, bien sûr, ont joué un rôle prépondérant. Mais Herzl, vous l'avez dit aussi, semble avoir un réseau à l'international, notamment des banquiers juifs et anglais. Alors, il y a des noms, hein, Sir Francis Montefiore, il y a le baron Hirsch qui a été au passage le banquier privé du roi d'Angleterre, hein, rien que ça. Derrière Herzl, on trouve également les banques américaines Loeb & Kuhn. Donc on voit, hein, il y a tout un réseau, il y a toute une toile de financiers anglo-saxons, mais surtout anglais, François Ndengwe. Il y a toujours l'Angleterre en coulisses quand on évoque le projet sioniste. Ah oui, il y a toujours l'Angleterre. Vous avez cité quelques noms de banquiers, et ce sont ces banquiers qui vont écouter, qui vont supporter, qui vont soutenir le projet de Herzl. On parle souvent de la déclaration de Balfour, mais en réalité, cette déclaration avait été préécrite par des banquiers juifs de Londres. Le ministre des Affaires et le secrétaire au Foreign Affairs Balfour n'a fait presque que en charger 2 ou 3 mots. C'est une déclaration qui a été préécrite et aujourd'hui on le sait. Et puisque vous parliez encore de l'Angleterre, et notre ami Gamel a tout à fait raison, le projet sioniste est un projet qui a une origine dans l'église protestante anglaise. Les premiers sionistes, les premiers qui se réclament sionistes religieusement, sont des Anglais, protestants anglais, qui vont débarquer aux États-Unis et qui vont répandre cela. Mais le mot même, en fait, dans sa conception que l'on a été créé, on sait par qui, il s'appelait Nathan Beerbohm, oui. Qui l'a créé dans les années 1830. C'est lui qui a, on dit coined, qui a formulé le terme sionisme et qui sera un partisan de Theodor Herzl. Mais ce qui est très intéressant, c'est que celui-ci, donc, M. Beerbohm, qui est à l'origine du sionisme, et on peut les comprendre à cette époque, parce qu'effectivement, les Juifs en Europe étaient victimes de pogroms. On ne pourra jamais effacer cette souffrance. Ils ont beaucoup souffert, on les a martyrisés, et à un moment, ce Beerbohm, qui était encore étudiant, a donc créé ce mot pour formuler le sentiment national et de rassemblement et de protection, et c'est tout à fait humain. Et il a même participé au premier congrès de Bâle en tant que l'un des secrétaires. Mais écoutez bien, il va devenir le plus grand antisioniste. Et il va s'opposer fermement au projet militaro-ethno-nationaliste de Theodor Herzl. Ce qu'on dit rarement. Autrement dit, celui qui a créé le concept de dans une conception culturelle et même religieuse, et pourquoi pas de rassemblement d'un groupe humain, il va voir que son projet était, Herzl a en quelque sorte fait
takeover, comment on dit ça en français, j'oublie le terme encore, un hold-up sur ce concept et lui a donné une conception militaro-ethno-exclusiviste et même racialiste qui va aboutir à la création en 1948 de l'État d'Israël. Mais déjà, au départ, il faut souligner cette opposition. Les premiers opposants au sionisme sont des juifs qui sont dans la tradition judaïque. On va en parler, François Adengoué, on va en parler dans une minute, mais je voulais d'abord qu'on s'arrête rapidement sur l'idéologie de Herzl, justement, parce qu'on a parlé du personnage, mais on voudrait questionner également l'idéologie de Herzl, de quoi il s'agit réellement. Alors, le sionisme serait rapidement une doctrine nationaliste qui est presque sans lien avec le judaïsme. Herzl le dit dans ses mémoires, il le dit, je n'ai aucune impulsion religieuse, il accepte bien entendu pour ses objectifs de fondation d'État, il accepte plusieurs territoires, et on parle de l'Ouganda, de Chypre, du Mozambique, de l'Argentine, du Congo. Donc il n'a pas jeté un dévolu sur une terre religieuse qui serait l'ancien royaume de David. Il veut un protectorat. Nous sommes d'ailleurs en 1902, il écrit à Cecil Rhodes, le père du Commonwealth, où il demande son soutien à l'Angleterre et le sionisme. On le voit, c'est un mariage de religion, mais aussi de raison. Dans une lettre de janvier 1902, il dit « Je m'adresse à vous, car mon programme est un programme colonial, Gamal Abina ». Dès le départ, il y a ce logiciel. Oui, c'est pas du tout religieux, on le sait très bien. Il ne faut pas se fier à la barbe qu'il porte. C'était une barbe que tous les hommes de l'époque portaient. Il n'y a absolument aucune connotation religieuse là-dedans. Il n'était pas religieux, il le revendique. Par contre, il avait une idée. Alors, il était autrichien, enfin hongrois. Il a vécu en Autriche. Oui, hongrois, il a vécu en Autriche. Il a connu effectivement la déliquescence des empires austro-hongrois, des empires germaniques. Donc tout cela l'a marqué. En même temps, l'émergence de création de nouveaux États qui avaient disparu, comme la Pologne par exemple, qui avait disparu depuis 100 ans. Dès le traité de Versailles, on recrée des États. Donc entre-temps, lui s'inscrit entre deux conflits, entre 1870 et 14-18. Il se rend compte qu'il y a un retour de l'antisémitisme, que ce soit français ou anglais, français ou allemand, excusez-moi. Et il se rend bien compte que les meilleurs soutiens qu'il puisse avoir, c'est les gens qui se sont réconciliés. En Allemagne, c'était le cas avec les protestants, mais en Angleterre, effectivement, avec les différentes églises anglicanes ou protestantes, qui se sont réconciliés avec les juifs, qui n'ont pas eu de problème en les incriminant pour tout un tas de faux crimes qu'ils auraient perpétrés, comme empoisonner des puits, ou je ne sais, ou des problèmes liés à l'agriculture qui se passaient mal. Bref, on a tout un tas de raisons pour les invectiver par rapport à des pogroms qu'on va conduire derrière. Donc là, les Anglais sont des alliés, ça ne durera pas, puisqu'après il y aura des attentats pour les dégager de Palestine, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la fondation du sionisme ne peut pas venir de simples banquiers ou d'un simple journaliste. Il ne faut quand même pas délirer. Pas uniquement. Il faut le sentiment d'une puissance impériale coloniale qui sent que le vent va tourner, qui sent que les empires sont en train de se désagréger et que les empires coloniaux vont suivre à la suite des chutes des empires d'Europe centrale, que l'empire turc qui va chuter après la Première Guerre mondiale est le début de la désagrégation de tous ces empires. Et donc les Anglais qui sont, et on a parlé du Commonwealth, dans une logique pragmatique, se disent à tout prendre, conservons des empires coloniaux ou néocoloniaux économiques plutôt, et n'hésitons pas à appuyer cet homme qui cherche à avoir un État. Et c'est vrai, vous avez cité plusieurs pays, mais il y a aussi la Sibérie, ça a été nommé, il y a aussi... Côté nazi, ils ont proposé aussi de les envoyer du côté de Madagascar. Voilà. Donc on a tout un tas de propositions. Et finalement, il va réussir à faire la synthèse parce que les Juifs ont dans leur tradition l'idée, dans une tradition juive qui est dite de façon liturgique, l'an prochain à Jérusalem. À chaque fois qu'ils subissaient un pogrom et qu'ils devaient déménager d'une terre dans laquelle ils étaient, eh bien, ils pensaient se projeter en Palestine. Ça, c'est un mythe évidemment qui a perduré, mais ils n'étaient pas prêts à le faire. Et Herzl a réussi à créer autour du religieux, parce qu'on fait la guerre non pas pour des questions religieuses, mais pour les questions d'argent, pour les questions de possession de territoire. Il s'est dit, on va utiliser le religieux pour créer un ferment qui va faire en sorte que tous les juifs qui y croient, qui veulent y croire, nous suivent. Et c'est vrai que cette manipulation du religieux n'a rien à voir avec son schéma de pensée au départ qui était ethno-religieux, c'est vrai, mais surtout c'était une question ethno-racialiste en vérité. Il considérait que ce qui faisait la judaïté n'était pas seulement la religion, mais aussi une ethnie. Alors vous me tendez la perche. L'idée khazare. Merci Gamal Abina, vous me tendez la perche justement parce que Herzl met en place une doctrine nationaliste, colonialiste, qu'il la présente au congrès de Bâle de 1897 où on évoque la fondation d'un État juif. Tout ceci, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, donc les massacres de juifs n'est presque sans lien avec la fondation d'un État juif, en tout cas en théorie. Sauf que beaucoup de juifs, à l'époque du congrès de Bâle de 1897, beaucoup de juifs religieux rejettent ce projet en disant que c'est une hérésie
et que ça trahit finalement la mission des prophètes juifs. Le judaïsme, beaucoup de rabbins américains notamment le disent, hein, on le dit, le judaïsme n'est ni une politique ni une doctrine nationaliste, mais bien une spiritualité. Il y a un rabbin qui s'appelle le Isaac Mayer Weiss, qui se révolte contre cette hérésie signée Théodore Herzl, François Dengue. Ah, mais c'est pas seulement une hérésie, c'est une invention, c'est une abomination pour tous les juifs de l'époque. C'est pour tous les véritables rabbins qui sont attachés à la tradition de Moïse. L'irruption du sionisme, c'est le rabbin Sénéphile de Jérusalem déclare que c'est une œuvre de Satan. C'est pour moi qui le dis, c'est le rabbin de Jérusalem. Et puisque vous avez mentionné le congrès de Bâle, qui a eu lieu les 29, 30 et 31 août 1897, à Bâle en Suisse, n'oubliez pas que ce n'est pas à Bâle que ce congrès devait se tenir. C'était à Munich. Il devait se tenir à Munich. Et j'espère que vous savez pourquoi il n'a pas pu se tenir à Munich. Parce que toute la communauté et les leaders juifs d'Allemagne, aussi bien les orthodoxes que ce qu'on appelle les juifs réformés, ont dit qu'on ne veut pas de cette abomination. Donc c'était un rejet absolu. C'est pour cela que le congrès a été reporté à Bâle. Donc on voyait déjà en cela les fermements, les fondations d'un désordre et non seulement religieux, mais d'une abomination. Et d'ailleurs, Herzl ne s'en cache pas. Dans son livre, l'État juif, il dit très carrément qu'il n'est pas religieux et que les religieux seront tenus à l'écart. Donc il peut se servir, c'est un opportuniste, il peut se servir du fait religieux comme élément de rassemblement, mais au fond lui-même, il n'est pas religieux. Et si vous voyez la photo de la déclaration avec Ben Gurion et tous ceux qui sont autour de lui quand il déclare l'État d'Israël, vous savez que les Juifs, c'est presque une obligation de toujours se couvrir la tête. Aucun d'entre eux n'est couvert. Ça veut dire que ça n'a pas de dimension religieuse. C'est une dimension, c'est une entreprise coloniale portée par l'empire de l'époque et qui utilise la force pour déposséder de pauvres gens qui n'ont pas su se défendre. Et d'ailleurs, lors de ce congrès de Bâle, dont nous parlons de 1897, Théodore Herzl déclare carrément que vraiment, en somme, il résume, c'est lui qui se dit, il dit ceci, c'est resté une phrase célèbre que ses partisans répètent chaque fois. À ce congrès de Bâle, j'ai fondé l'État juif. Donc, il se pose plutôt comme un nouveau Moïse, en quelque sorte. Et si vous voyez son discours qu'il a prononcé au second congrès de Bâle, les 29, 28, 29 et 30 août 1898, dont je pourrais vous lire quelques extraits, je crois qu'il faut tout simplement mettre les textes devant les gens pour que la population se rende compte de la forfaiture qui était ce monsieur. Mais malheureusement, ça a abouti et ça a conduit. Et pour moi, je ne suis pas surpris, puisqu'on parle des événements du génocide qui se passent aujourd'hui. C'est une suite tout à fait logique. Et malgré qu'il y ait eu plusieurs personnalités religieuses juives de très très grande envergure qui ont tout fait pour essayer d'arrêter l'hécatombe. On va conclure, François Dengue. Merci beaucoup pour ces éléments. Bien entendu, le sujet, on n'a pas pu l'épuiser parce que le sujet est riche et dense. En tout cas, je vous remercie, François Dengue, d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Je remercie également Gaba Labina de Paris. Merci pour vos éclaircissements. Et je vous dis à bientôt. L'échiquier international se conclut. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et ça va.